Ok, on est là. Donc on y va. When Page Pélagie. 47. Ok. Le type 1 des mutilations génitales est l'ablation partielle ou totale du gland clitoridien et ou du prépuce. B. Ablation partielle ou totale du gland clitoridien et des petites lèvres. C. Ablation partielle ou totale du gland clitoridien et des petites lèvres avec ou sans excision des grandes lèvres. Tous les éléments sont justes. Et moi, j'ai pris le A. A, effectivement, c'est le clitoris. Une partie ou bien totalement le clitoris, ça c'est le type 1. Le B c'est D, 3, et puis il y a l'infibulation également qui est le type 4. 48. Les éléments suivants peuvent être des complications immédiates de l'excision. L'hémorragie importante, le tétanos, la stérilité, la dyspareunie. J'ai pris le A, ils ont des complications immédiates de l'excision. Donc c'est seulement le A. Oui. On a dit immédiate. On a dit immédiate, complication immédiate. Bon, mais moi, je me dis que tétanos, là, la durée d'incubation, là, si on tient compte de ça, on peut classer ça. Ça ne va pas valoir 2 semaines. Pourtant, stérilité et dyspareunie, là, c'est à la longue. Ah, c'est à long terme. Tétanos est à moyen terme. Immédiate, là, c'est immédiat. Moyen terme, c'est combien de jours? Moyen terme, là. C'est combien de Moyen jours? terme, à moyen terme, ça peut aller 2 à 3 semaines. Mais le tétanos, ça ne va pas atteindre 2-3 semaines. Non. Donc le tétanos fait partie des complications immédiates. Immédiate. Donc, oui. Le tétanos fait partie des complications immédiates. Habituellement, son incubation, c'est de 5 jours à 10 jours. Donc, en 5 jours, on peut avoir un tétanos. Parfois même avant. Monsieur Ouedraogo. Oui. Oui, moi-même, j'avais coché le A et le B. Oui. Mais effectivement, le moyen terme, là, on peut passer immédiat, là, c'est le jour de l'excision, là. Je vous dis que j'ai utilisé le module de formation des prestataires de, comment on appelle, sur les complications de l'excision et les complications immédiates. Il y a effectivement le tétanos. Sinon, je pensais comme vous aussi. Et puis, il y a l'infection aussi. Hein? Mais oui, le tétanos, c'est une infection. Oui, il y a l'infection. On a eu la même discussion, je ne sais pas si vous étiez là depuis. On a eu également, quand on a parlé des complications de l'avortement provoqué, les complications immédiates. On a cité également l'infection. Oui. Et il y en a aussi qui n'étaient pas d'accord parce qu'ils trouvent que non, l'infection, ce n'est pas immédiate. Et c'est effectivement la même information que j'ai donnée. Il n'y a pas de problème. Merci. Voilà. Merci pour l'information. Voilà. Donc 49. Bon, peut-être ça peut être discutable, hein, mais bon. Comme ça est dans plusieurs documents, si vous prenez le manuel de formation sur les soins après avortement, comme complications immédiates, on a cité l'infection, y compris le tétanos. Si vous prenez le manuel de formation sur les complications des mutilations génitales, on a cité également le tétanos. Bon, je me dis que peut-être que c'est nous aussi qui comprenons les choses autrement. Non, au fait, quand elle a dit là, moi je me suis rappelé du cours. C'est au niveau du cours sûrement qu'on nous a parlé de moyen terme là. Voilà. Puisque parfois, bon, il y en a qui classent, on va immédiatement moyen terme, long terme.
C'est même si vous prenez la pré-éclampsie, dans les documents internationaux et même africains, on parle d'abord de la pré-éclampsie légère, la pré-éclampsie modérée et la pré-éclampsie sévère. Oui. Voilà. Mais chez nous, si vous regardez dans les protocoles, on a pris pré-éclampsie légère, pré-éclampsie sévère. Parce que parfois, lorsqu'on est au niveau modéré, là, parfois on est embêté. On ne sait pas, est-ce qu'il faut traiter, il faut donner des médicaments ou lorsqu'il faut juste surveiller. Donc parfois, bon, ça embrouille dans la prise en charge. Donc je me dis que peut-être que c'est... Voilà pourquoi parfois, bon, les gens préfèrent prendre les deux extrêmes. Soit c'est immédiat, soit c'est à long terme. Merci. Voilà, donc... On est revenu dans le palu. 49. Les médicaments antipaludiques recommandés pour le traitement du paludisme grave chez la femme enceinte au Burkina Faso sont A. La quinine injectable à toute période de la grossesse. B. L'artesunate injectable après le premier trimestre. C. L'artesunate d'abord. B. C. L'arteméter injectable après le premier trimestre. Tous les éléments sont justes. J'ai pris la lettre D. La lettre D. On est d'accord? Oui. Je pense que ça, c'est juste. Faible utilisation du parthogramme. A. Non maîtrise de l'outil par les soignants. Oui. B. Surcharge de travail. Oui. C. Mauvaises conditions de travail. Non. Manque de volonté personnelle, oui. Donc le A, le B et le D. A, B, C. Et D, j'ai pris. Non, je n'ai pas pris le C, j'ai pris le D. Ok. Pourtant, moi, je me dis que le C là, ça fait partie parce que c'est suite aux mauvaises conditions de travail que des fois c'est pas rempli. Voilà. C'est manque de volonté là qu'on peut discuter un peu. Parce que des fois tu peux avoir la volonté, mais compte tenu de la surcharge et autres la non maîtrise là, ça fait que ça. Ok. Sinon, effectivement, dans le document que j'ai consulté, il y a effectivement manque de volonté. Il y a manque de volonté. Tous les éléments sont justes. En quoi est-ce que mauvaise condition de travail peut empêcher une sage-femme à remplir le pathogramme, à utiliser le pathogramme? Ah bon? Donnez une mauvaise condition, exemple de mauvaise condition de travail. Voilà, mauvaise condition de travail. Qu'est-ce qui peut amener une sage-femme à ne pas utiliser un pathogramme? Par exemple, les gens n'ont même pas le, comment j'appelle ça, le support même du pathographe. Ils partent demander pour qu'on photocopie, on dit qu'il n'y en a pas. Si je prends par exemple mon exemple, j'étais le responsable de la maternité. Je suis arrivé, dans les dossiers, il n'y avait pas de pathogramme. Quand je parle de quand je suis arrivé, il n'y avait pas de pathogramme dans le dossier. Non seulement en attendant qu'on annexe le pathogramme dans le dossier, chaque fois qu'il reste quelques exemplaires, on amène ça à l'administration et puis on photocopie. Il arrive des fois qu'on arrive, on dit que non, la photocopieuse est en panne. Bon, ils ne veulent pas sortir dehors photocopier avec l'argent. Donc du coup, on pouvait faire un mois, il n'y a pas de pathographe. Donc quand on fait un mois et que ça revient, bon, les gens sont habitués à faire vu que les gens n'ont même plus la volonté de remplir. Ça, c'est un exemple, je prends juste mon cas. Donc je pense que ça peut être un exemple de mauvaise condition de travail. On veut faire, mais il n'y en a pas. Les conditions ne nous permettent pas de l'utiliser. Monsieur Ouedraogo, même manque de personnel même peut faire qu'on n'arrive pas à remplir ça. Voilà. Parfois aussi, voilà, c'est juste aussi. Non maîtrise. Non maîtrise aussi, il y en a, toujours. Oui, il y a des gens qui n'ont pas été... Bon, non maîtrise, il y en a. Il y a beaucoup qui ne maîtrisent pas.
Mais ils acceptent, ils ne veulent pas accepter qu'ils ne maîtrisent pas. Les gens disent que tu es sage-femme, je suis sage-femme. On est même chose. Les gens-là ont refusé même à apprendre ça à l'école. C'est ça que je dis. Et puis ils disent qu'on est même chose. On n'est pas même chose. Ah, les gens là disent ça. Hein? Même nous, à Sor là même, on a dit aïe, à Sor il y a bon. Aïe, il n'a pas quitté là-bas, il connaît quoi que nous on ne connaît pas. Là c'est entre nous, sage-femme. Bon, mais on n'est pas là. Question 51. La version 2018 du pantographe de l'OMS stipule A. La dilatation d'1 cm par heure en phase active ne s'applique pas à toutes les parturientes sans que cela ne soit pathologique. B. La phase d'accélération de la dilatation commence à 5 cm au lieu de 4 cm. La phase active dure maintenant 2 heures. Aucune réponse juste. Moi, j'ai pris le B. Le B. B, oui. Qui d'autre? Il y a le Je A comprends aussi. Le A aussi. Je n'ai pas bien compris le A. Voilà pourquoi je n'ai pas Le pris. A là, habituellement, on dit que la dilatation progresse de 1 cm par heure à partir de la phase active. Mais Oui. dans les recommandations de l'OMS de 2018 là, l'OMS dit que cela ne devrait pas concerner toutes les femmes. Parce que, voilà, parce qu'il y a de ces femmes-là où la dilatation ne progresse pas de 1 cm par heure. Ça peut progresser de 0,5 cm par heure. Donc, on ne devrait pas l'appliquer à tout le monde. Donc, la bonne réponse ou les bonnes réponses, c'est A et B. Ok, merci. 52, ça aussi c'est un nouveau médicament qui, bon, je ne sais pas s'il est vraiment disponible dans les formations sanitaires, mais ça existe dans les protocoles. On y va. Ce médicament-là même, on ne le connaît pas. Ah. Moi-même, je ne le connais pas. Aujourd'hui, j'étais dans un coin, il y a un délégué médical qui est venu, qui a parlé de ces médicaments. Donc, vous n'avez jamais entendu parler de ça. Non. Mais, Pourtant, il y a un document guide de prise en charge de l'hémorragie du postpartum, élaboré par la DSF, ventilé dans les différents services. Bon, je ne sais pas si vous l'avez vu quelque part. C'est quelle couleur? La couleur, vraiment, je ne connais pas. Hein. La couleur, je n'ai pas vu le document physique, je l'ai vu en version électronique. Je pourrais le rechercher. Mais c'est dans quelle indication? Les hémorragies. Oui, l'hémorragie du postpartum, bien sûr. Je sais, mais est-ce que, bon, je ne sais pas s'il y a une indication dans l'hémorragie là encore, du postpartum là. C'est le traitement, c'est la prévention. Ah, ok. Oui. S'il y a une hémorragie déclarée, ça peut prévenir. Et s'il y a également un risque d'hémorragie, en donnant également, on peut effectivement traiter l'hémorragie. Et c'est un médicament qui existe effectivement sur la liste nationale des médicaments essentiels. LLME là, c'est la liste nationale des médicaments essentiels. Donc, la bonne réponse là, c'est C, A, I. Que c'est pas l'endoprost. Oui, c'est pour ajouter, c'est comme comment dire, de l'acide tranexamine que bon, les gens n'utilisent pas comme ça. Ouais. Je pense que Mais bon, est-ce que c'est pas c'est sur le même là? nom. C'est pas? L'endoprost. Voilà. C'est son autre nom. Et la spécialité, je pense. Madame, quoi? Lando? L'endoprost, elle a dit. Voilà, c'est ce que le délégué médical même est venu nous présenter aujourd'hui. Orthographe, là, c'est pas là. Maintenant, ce qui existe dans les documents du ministère de la Santé, là, c'est son nom qui est là. C'est son nom
comme on le dit, c'est le nom, Carbétocine. le nom générique en fait. À la posologie sa posologie, monsieur Ouedraogo. La posologie, la spécialité que la déléguée a présentée, elle a dit c'est un matin, un le soir. Mais dans ce qui est dans le guide national, là, c'est autre chose. Si je retrouve le document là, je vais partager ça avec vous. Mais bon, je pense que c'est pas la peine qu'on vous fatigue avec des nouveaux documents. Mais c'est pas le document, c'est sur le terrain. Le terrain, ça va nous aider. Il n'y a pas de problème, je pourrais effectivement le partager avec vous, il n'y a pas de souci. Monsieur Ouedraogo nous avait promis même des documents la semaine passée, c'est pas venu. En fait, si vous, la tête de monsieur Ouedraogo là, la tête là même est mélangée tellement les gens m'appellent, tellement je suis embrouillé même. Moi-même, c'est parce que je me suis engagé. Moi, je cherche que la chose là n'a qu'à finir et puis je vais pouvoir me reposer. S'il vous plaît, monsieur Ouedraogo. Même si vous ne me rappelez pas, j'oublie. Sinon, si je me rappelle, si je suis à la maison seulement, j'envoie automatiquement. TF là. TF là, ça veut dire quoi? PF. TS, on dit que c'est le nom générique. Ah, c'est le nom, ça fait partie du nom là. C'est le nom générique. Ça fait partie du nom. La carbétocine TS. Mais si madame peut nous appeler le nom de la produit spécialité là. La déléguée là, elle a promis même de m'envoyer le, comment on appelle, le dépliant là par WhatsApp. Elle n'a pas encore envoyé. Si elle l'envoie, je vous balance ça aussi. Elle n'a pas nous appeler, on va écrire. Madame, donnez le nom de votre médicament là, Carba, quoi, ou bien c'est Antou, quoi la zone là. Je vais envoyer la photo là dans le groupe. Voilà, ok, donc on continue. Merci d'avance. Donc on continue. La morti-naissance au Burkina Faso se définit comme tout décès survenant avant la naissance chez un fœtus pesant au moins 1000 grammes. B. Se définit comme tout décès survenant chez un fœtus à plus de 28 semaines de gestation. C. Se définit comme tout décès survenant chez un fœtus dont la taille... C'est descendu, monsieur Ouedraogo. Ah bon? Dont la taille est supérieure ou égale à 35 cm. Et D. Tous les réponses sont justes. Voilà, ici là, je peux lire, mais je ne connais pas la réponse. Monsieur Ouedraogo, c'est mort fétale, non? Morti naissance. Et voilà sa définition. Tout ce qu'on a proposé là, ce sont les définitions. Et tout est vrai. C'est vrai, le D. Mais c'est quelle taille qui est supérieure ou égale à 5 cm? C'est pas 5, 35. 35 cm. La taille du fœtus. Si on n'a pas le poids, si on n'a pas l'âge du fœtus, si on n'a pas son poids là, s'il dépasse les 35 cm, on peut considérer ça comme morti-naissance. De l'autre côté, si on a son poids, s'il vaut 1000 grammes là, on peut considérer ça comme morti-naissance. Si on a son âge là et que ça vaut les 28 semaines, on peut considérer ça comme morti-naissance. Donc c'est faible poids à la naissance bon, faut pas dire que c'est faible poids aussi. Il n'a pas dit faible poids, il a dit 1000 grammes. Oui. Faible poids, c'est inférieur à 2500. Donc c'est pas faible poids quand même. C'est pas faible poids. C'est un poids de 1000 grammes, 37 semaines, supérieur ou égal à 37 semaines et 37 cm de poids de taille et puis 28 semaines. Voilà, c'est ça. Maintenant, on fait la différence avec décès périnatal. Le décès périnatal est
le décès d'un fœtus d'au moins 28 semaines de gestation et ou de 1000 grammes de poids. B. Le décès du nouveau-né au cours des 7 premiers jours après la naissance. C. A et B. D. Aucun n'est juste. Je prends le C. A et B. C'est A et B. Décès périnatal, c'est effectivement A et B. Hein. Le décès d'un fœtus d'au moins 28 semaines de gestation, ou bien le décès du nouveau-né au cours des 7 premiers jours après la naissance, c'est ça qu'on appelle mortinesse et décès périnatal, autour de la naissance. Ok, donc on y va. L'audit. L'audit de décès. A. C'est une méthode de recherche approfondie des causes et circonstances entourant le décès. B. On parle aussi de revue des décès. C. On parle aussi d'analyse des décès. Tous les éléments. Moi, j'ai pris le A et le B. A et B. On parle aussi d'analyse des décès maternels. On parle aussi de revue des décès. Hein, donc tous les éléments sont justes. Hein. Quand on parle d'audit des décès, là, on peut dire analyser les décès. On peut faire une revue des décès. Et on peut faire une recherche approfondie des causes et des circonstances de décès. Donc c'est la même chose. 56. Le décès, surveillance des décès maternels et périnatales et la riposte a pour objectif. Le décès maternel A. Notifier tous les décès maternels et périnatales. B. Examiner tous les décès maternels et périnatales. Utiliser ces résultats pour prévenir des décès futurs. Aucune réponse juste. La surveillance des décès maternels et périnatales et la riposte. Notifier tous les décès maternels et périnatales, examiner tous les décès, utiliser ces résultats pour prévenir des décès. Mais quand vous-même vous écoutez, vous voyez que tout ce qu'on dit là, c'est quand même juste. Hein? Les objectifs. Ce sont ces objectifs qu'on demande. La surveillance des décès là, ça demande que l'on notifie les décès maternels et les décès néonatals. Chaque lundi là, si vous êtes dans un CHR ou bien si vous êtes dans un district, vous devez notifier tous les décès que vous avez eus. Actuellement même c'est tous les jours. Actuellement, chaque fois que vous avez eu un décès, vous devez envoyer un message pour dire que il y a eu un décès. Oui. Ou bien c'est pas comme ça. Comme nous on a quitté, on est ici, nous on est devenus des enseignants là. C'est bizarre en tout cas. Sinon c'est un peu ça, hein. Je crois que ça doit être ça. Sinon c'est ça, il y a un document aussi sur ça. Dans tous les cas, après, c'est parce que au-delà de l'examen professionnel, là, comme j'ai dit, vous comme moi, nous avons tous appris, hein, ça nous permet quand même d'apprendre également beaucoup de choses, de lire et de chercher. On se rappelle de beaucoup de choses. Donc, après même la formation, bon, s'il y a des documents, on pourrait toujours se partager. Je dirais que c'est ça, même s'il y a 3 décès là, on n'attend plus beaucoup pour faire les audits là. Ah oui, oui. C'est ça. Beaucoup d'équipes spéciales qui siègent sur place.
D'accord, donc on continue. 57. La césarienne. Liée à la césarienne à court et à long terme. Affecter le grossesse utérine. On ne vous entend pas bien. Il n'y a aucune preuve concernant les avantages d'une césarienne pour les femmes et les enfants qui n'ont pas besoin. Pas de césarienne, mais pratiquer une césarienne chez toutes les femmes plutôt qui en ont. Allez-y. A, B et C sont prêts. Ici, là, moi, je propose la lettre D. La lettre D. B. D, à la fin, là. Ok. Sont prêts. D'accord. Quelqu'un a une opposition? On dit qu'il existe des risques liés à la césarienne à court et à long terme, pouvant même affecter les grossesses ultérieures. Ça, c'est clair, hein? Le risque zéro en matière de césarienne, ça n'existe pas. Hein? On peut avoir des risques à court terme comme on peut avoir des risques à long terme. Il n'y a pas de preuve. Ça, c'est pour les... Il y en a qui décident délibérément de demander une césarienne. Il ne veut pas la douleur de l'accouchement, il demande une césarienne. Donc, on dit qu'il n'y a pas de preuve qui montre que cela a des avantages particuliers. Vous n'avez pas une indication de césarienne accouchée par voie basse. Sinon, par césarienne, il n'y a pas d'avantage particulier. Et on dit il n'y a pas de taux spécifique à atteindre puisque, par exemple, on pense également que la césarienne pourrait améliorer l'état de santé, par exemple, des femmes. Mais on dit qu'il n'y a pas un taux, on va dire non, dans le pays là, il faut qu'on atteigne 50% de césarienne. C'est-à-dire parmi les femmes qui accouchent là, on va opérer 50%. Non. Il n'y a pas un taux qui est défini pour atteindre par rapport effectivement à la césarienne. Donc ici, si on parle de césarienne, il y a des risques, il y a des avantages certes, mais les avantages, ce n'est pas pour tout le monde. Et il n'y a pas effectivement un taux qu'il faut forcément atteindre. Voilà, donc c'est un peu ça quand on parle effectivement de la césarienne. 58. Oui. Pour venir et soulager les produits d'estomac. Éviter les aliments trop gras, épicés. Éviter café, chocolat, thé, cola, alcool. C. Ne pas se coucher immédiatement après le repas. D. Tous les éléments sont justes. Je propose mettre D. Les D. Oui. Voilà, donc effectivement tous les éléments sont justes. Hein. Là aussi, il y a un nouvel document qu'on a élaboré au temps de la Covid qu'on appelle, c'est un concept également qui est en vogue. On parle d'auto-soins, les auto-soins. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà entendu parler. L'auto-soin. Oui, moi j'ai déjà entendu parler, mais est-ce que c'est pas avec l'auto-injection là? Oui, voilà, en plus de l'auto-injection, effectivement, ça fait partie des éléments de l'auto-soin. Hein? Mais il y a également tous ces éléments-là, sont des conseils qu'on donne également aux femmes pour les permettre effectivement de pouvoir se prendre en charge à la maison. Alors, c'est bon? Dans 10 minutes, ça va se couper encore.
59. Bon, 59, les groupes à risque du paludisme sont A. Les enfants de moins de 5 ans. B. Les femmes enceintes. C. Les panopticères. D. Adultes non vaccinés. Donc, toutes les réponses sont vraies. Donc ici, toutes les réponses sont justes. D'accord, 60. Question 60. Les principes du don de sang au Burkina sont A. L'anonymat. B. Le bénévolat. C. La disponibilité. D. Le volontariat. Donc, je vais cocher le A. Le B. Le C. D. D. Voilà. Les 3. Oui. Je pense qu'effectivement que c'est juste. Le don est anonyme, le don est volontaire et c'est vraiment du bénévolat que l'on fait. 61. Ces signes suivants sont les signes de paludisme grave chez l'enfant. A. Trouble de la conscience ou léthargie. B. Convulsions répétées. C. Pâleur sévère. D. A et C. Je choisis la lettre A, B et C. Donc A, B, C. Ça c'est clair, ce sont des signes de paludisme grave, notamment chez l'enfant. Donc il n'y a pas beaucoup de discussion là-bas. On peut aller à 62. Ah, 62. Chez les enfants, un cas de paludisme associé à au moins un des signes généraux de danger suivants. Possibilité de boire ou de téter. B. Vomissement incoercible. C. Fièvre. D. Les éléments. Moi, je propose la lettre A et B. A et B seulement, c'est les deux éléments. Il n'y a pas une affaire de fièvre là-bas. Si l'enfant est incapable de boire ou de téter, si l'enfant vomit tout ce qu'il boit, ou bien les vomissements sont totalement incoercibles là, plus un TDR positif chez l'enfant, on va dire que c'est un paludisme grave. « 63. Ça, c'est la pessimeux. Hein? Il dit c'est la pessimeux. Oui. 63. Sur les supports du Teams, il est conseillé de noter A. Accès pernicieux. B. Syndrome paludisme. C. Paludisme simple ou paludisme grave. Bon, je propose la lettre D parce que les autres là ce sont les anciennes appellations. Hein? Je propose D. Hein? Parce que les autres là c'est dépassé. C'est avant là qu'on appelait comme ça. Ah, avant là. D'accord. Ok. Oui. C'est quand il n'y a pas de TDR là, on met syndrome paludisme là, non? Souvent, quand il y a l'étude. Ah, normalement, même dans un registre là, on ne doit pas voir ça. S'il n'y a pas de TDR. Même s'il n'y a pas de TDR, on ne doit pas mettre syndrome paludisme. Si vous pensez que c'est un palud, vous mettez paludisme simple ou bien paludisme grave. Mais dans un registre, on ne doit pas voir accès pernicieux, on ne doit pas voir syndrome paludisme, on ne doit pas voir néropaludisme. C'est ce que ça veut dire. Si vous mettez syndrome paludisme, ça veut dire que vous voulez traiter un palud. Là, vous mettez paludisme simple. Vous pensez que c'est un paludisme grave, vous mettez paludisme grave.
Sinon, si les registres, on ne doit pas voir ça. 64. Plusieurs épisodes cliniques de paludisme peuvent entraîner A. Des avortements, B. Des accouchements prématurés, surtout chez les primipares non humains, C. Un retard de croissance, D. Tous les éléments sont justes. Moi, je propose la lettre D. La lettre D. Je pense que ici aussi, c'est sans discussion. Il y a effectivement tout cela là. Si au cours de la grossesse, la femme fait plusieurs épisodes de palud, ça peut aboutir effectivement à tout cela. D'accord. 65. Les situations suivantes sont des contre-indications de la prise de la sulfadoxine plus pyrimétamine. A. Premier trimestre de la grossesse. B. Femme allergique à la sulfadoxine ou à d'autres sulfamides. C. Femme sous ou prenant d'autres médicaments contenant des sulfamides. C. Femme enceinte après une semaine. La lettre A, B, C. Oui. A, B, et C. C. C'est ça? Le premier trimestre, effectivement, c'est contre-indiqué. Si la femme est allergique à la sulfadoxine, c'est contre-indiqué. Si la femme prend déjà le cotrimoxazole, elle ne doit plus prendre également la sulfadoxine. Donc, c'est les 3 contre-indications. Dans exactement 2 minutes, ça va se couper. 66. Le médicament demandé pour le traitement du paludisme, c'est la femme enceinte au Burkina Faso sans A. La quinine par voie orale, quel qu'en soit l'âge de la grossesse. B. Artésunate amodiaquine après le premier trimestre ou artéméter plus lumefantrine après le deuxième trimestre. D. Minine plus Irène le premier trimestre. A, B. Hein? A, le B, C. Je maîtrise pas ça. Dihydroartémisinine plus piperakine. On prend ça au deuxième trimestre. Donc, après le premier trimestre. Oui, oui. Tous les 4 réponses sont justes. Oui. Voilà, c'est ça. Excusez-moi, j'ai une question à vous poser. J'aimerais savoir si artésunate plus amodiaquine existe toujours. Quoi et puis quoi? Le B là? Est-ce que ça existe toujours? Ah, moi je ne suis plus trop dans les soins comme ça. Les autres, est-ce que ça existe? Je ne connais pas. Il y a longtemps, on n'a pas vu ça. Je dirais que c'est artéméter plus lumefantrine qui a tout remplacé. Voilà pourquoi ils ont dit ou. Il y a un ou à quelque part. Oui, dans le document, mais là j'ai copié juste dans le module directement comme ça pour faire mes trucs. Sinon, voilà ici, ou artéméter plus lumefantrine. B ou C, c'est ça. D'accord, 67. Mais ça va couper, hein. On y va rapidement, au moins. Burkina Faso, les maladies faisant l'objet de dépistage chez les proches de sang connectés sont